Bon, messieurs, dames, j'ai envie de parler d'un sujet sérieux. Les comparaisons de puissance entre personnages de manga qui n'ont strictement rien à voir dans la vraie vie. Mais comme c'est pas la vraie vie, on va quand même parler de ces personnages, de ces oppositions de personnages qui sont souvent faites, à tort d'ailleurs. Dans les mangas, on a El Famoso par exemple Saitama contre Goku, que je prendrais pour exemple, mais on a plein d'autres personnages qui sont comme ça. Alors déjà qu'il est difficile à mon sens de faire une comparaison de puissance entre des personnages issus du même univers et de pouvoir établir un vrai diagnostic, ou en tout cas une vraie conclusion vis-à-vis de ça, alors quand en plus les systèmes sont très différents, la tâche est encore plus compliquée. Mais je vais justement en parler. Comme d'habitude, n'oublie pas, si t'as un vrai frère, d'aller sur mes réseaux sociaux en bas, de cliquer dessus, de venir sur Twitter, notamment sur Twitch dont j'ai commencé l'aventure, et je n'attends plus que toi, donc viens faire un tour. On fera des animés, on fera plein de choses, on fera des reacts, tu pourras poser toutes tes questions, bref, on va s'amuser, donc ne fais pas le con à un moment donné. Et sur Discord aussi, on a besoin de vous sur Discord, on a besoin de rendre la communauté beaucoup plus active, donc viendez sur Discord. Maintenant que tout ceci dit, c'est parti. Lorsque l'on arbore la question des comparaisons de puissance entre personnages de différents univers, on se heurte à un obstacle majeur, l'incompatibilité fondamentale des cadres et des systèmes des règles qui régissent ces univers. Il faut bien capter une chose, chaque manga est créé avec un ensemble unique de principes qui dictent le fonctionnement de ces éléments fantastiques ou réalistes, des capacités de ses personnages, et même des lois physiques ou magiques de son monde. Prenez par exemple un personnage issu d'un univers où la magie est la source principale de puissance contre un autre provenant d'un monde où la technologie avancée prédomine. Comparer leur puissance revient à juxtaposer deux réalités qui n'ont pas été conçues pour interagir ensemble, rendant toute conclusion spéculative et sans fondement solide. De plus, les auteurs de manga conçoivent souvent les capacités de leurs personnages spécifiquement pour avancer l'intrigue ou développer un thème particulier dans leur propre univers, ce qui signifie que ces capacités sont intrinsèquement liées au contexte narratif et thématique de l'histoire originale. En outre, la manière dont la puissance est mesurée et représentée peut varier grandement d'un manga à l'autre. Dans un univers, un personnage peut être considéré comme puissant en raison de sa force brute ou de sa capacité à détruire des mondes, tandis que dans un autre, la subtilité et la stratégie peuvent être les véritables indicateurs de puissance. Essayer de les comparer sans tenir compte de ces nuances revient à appliquer un cadre d'évaluation à un contexte où il n'a pas lieu d'être, ce qui mène inévitablement à des conclusions erronées ou biaisées. Les gars, déjà il faut commencer par comprendre une chose, les systèmes de pouvoir sont très différents entre chaque univers, et c'est ça qui fait toute la différence, c'est ça qui rend le tout complètement absurde. Tout d'abord, la nature et le contexte des pouvoirs de ces personnages sont radicalement différents. Saitama est un personnage parodique, conçu pour être invincible et pour vaincre n'importe quel adversaire en un seul coup, et cela indépendamment de la logique ou des règles établies dans les récits de super-héros ou de shonen traditionnels. Saitama est capable de vaincre la physique. À partir de là, son pouvoir est essentiellement un gag narratif, qui sert à souligner l'absurdité et l'exagération souvent présentes dans les mangas de combat. La puissance de Saitama est donc intrinsèquement illimitée et ne suit pas une logique conventionnelle. Sans spoiler plus que ça, on a vu que la puissance de Saitama était exponentielle, et ce, qu'importe l'adversaire qu'il a en face. D'un autre côté, Goku est un personnage de combat classique qui s'est développé à travers des arcs narratifs plus longs, avec des pouvoirs qui ont évolué de manière incrémentielle. Les exploits de Goku, bien que spectaculaires, s'inscrivent dans une progression et une échelle de puissance qui a été établie et développée au fil des années dans l'univers de Dragon Ball. Les capacités destructives de Goku, telles que la destruction de planètes par exemple, ou la confrontation avec des ennemis capables de menaces galactiques, sont liées à un contexte spécifique et à une logique interne cohérente. Enfin, cohérente. C'est aussi vrai que faux à vrai dire, et c'est là que le mât blesse. Mais j'y reviendrai plus tard. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on compare les feats de destruction entre ces deux personnages, on néglige le contexte, le ton et la finalité de chaque œuvre. Les actes de destruction dans Dragon Ball sont des moments dramatiques qui servent à établir des enjeux ou à démontrer la croissance du personnage. Pour Saitama, la facilité déconcertante avec laquelle il réalise des exploits similaires est un élément comique qui déconstruit les tropes du genre, ou du moins c'est le cas au début, un peu moins par la suite. En outre, comparer des actes de destruction ignore la diversité des univers et des narrations. Les actions de Goku s'inscrivent dans un schéma de progression et de défi, tandis que celles de Saitama visent à remettre en question la notion même de défi et de progression. Les exploits ne sont donc pas simplement des mesures de puissance, mais des outils narratifs qui contribuent à la structure et au message de leur histoire respective. Il faut aussi parler d'un truc évident, mais qui est rarement mis en évidence, justement, c'est la différence entre les systèmes. C'est la différence entre les planètes, la différence de la Terre par exemple. Une Terre A n'est pas la même qu'une Terre B.
Ça me paraît évident. Prenons l'exemple de Toriko, où l'auteur a créé une terre extrêmement unique, adaptée aux exigences du récit, qui souligne bien cette différence. Et à mon sens, trop peu d'auteurs oublient de mettre l'accent sur cette différence significative. Dans Toriko, la Terre n'est pas simplement un cadre géographique, elle est un élément central du récit, ayant évolué pour abriter des créatures gigantesques et des environnements extrêmes, reflétant la nécessité de survivre et d'adaptation dans un monde dominé par la quête de saveur et de puissance culinaire. Cette terre a été spécifiquement conçue pour soutenir et défier les personnages extraordinaires qui y vivent, avec des écosystèmes et des phénomènes qui n'existent nulle part ailleurs. Elle est ainsi beaucoup plus grande et résistante que notre terre à nous, et c'est normal, c'est même parfaitement logique. Contrastons cela avec les terres d'autres univers, comme celle de Dragon Ball, ou One Punch Man justement, où les caractéristiques et les échelles de menaces sont complètement différentes. Dans Dragon Ball par exemple, la Terre est souvent le théâtre de combats impliquant des guerriers extraterrestres et des dieux, avec des capacités à détruire des planètes ou même des univers entiers, tandis que dans One Punch Man, la Terre est confrontée à une multitude de monstres et de héros aux puissances diverses, dans un contexte qui mélange sérieux et satire. Ces variations impliquent que même un acte apparemment comparable, comme détruire une planète, ne signifie pas la même chose dans chaque univers. Une planète dans Toriko est conçue pour résister à des forces bien différentes de celles d'une planète dans Dragon Ball ou One Punch Man. Conséquent, il est difficile de se baser sur ce genre d'exploit pour sortir une formule mathématique qui ne fait pas de sens. Sans tenir compte de ces contextes distincts, toute comparaison de puissance devient superficielle et dénuée de sens. Donc voilà, j'aimerais revenir sur l'échelle de puissance qui est très importante, mais qui n'est même pas respectée dans un manga en particulier, dans un univers, dans une œuvre. Et oui, l'échelle de puissance dans Dragon Ball a été un sujet fréquemment critiqué. Au fil des arcs, la puissance des personnages a augmenté de manière exponentielle, ce qui a parfois conduit à une certaine monotonie ou à une perte de tension narrative, car les enjeux semblent constamment devoir être surpassés par de nouveaux niveaux de force. Toutefois, on ne ressent pas cette différence de puissance. Entre le début de Dragon Ball Z et la fin de Dragon Ball Super, je n'ai pas l'impression que Goku est nettement plus fort qu'avant. Dites-moi ce qui est le plus impressionnant entre ça et ça. À l'opposé, dans One Punch Man, illustré par Yusuke Murata, la représentation de la puissance est traitée de manière innovante et dynamique. Bien que le personnage principal soit essentiellement invincible, l'intérêt ne réside pas dans la question de savoir s'il peut vaincre ses adversaires, mais dans la façon dont ses combats sont mis en scène et dans l'exploration des conséquences sur sa force inégalée. Murata réussit à retranscrire la puissance de manière visuellement époustouflante. Et ça, Toriyama ou Toyotaro n'en sont pas capables. Encore une fois, est-ce que vous avez l'impression que Saitama ici est moins rapide que Goku ici? Ou alors que ce feat-là est plus impressionnant que ce feat-là? À vous de me dire. Et en fait, il y a un autre problème pour moi. C'est-à-dire que des combats, ce n'est pas une formule mathématique, ce n'est pas de l'algèbre. On ne peut pas résoudre ça par une simple formule. Oui, car si A bat B et B bat C, C ne bat pas forcément A. Cela illustre un principe fondamental en matière de confrontation et de compétition, qu'il s'agisse de sport, de jeux stratégiques ou de combats fictifs dans les mangas. Ce principe souligne l'importance des compatibilités et des contextes spécifiques dans la détermination des issues des affrontements. Dans les mangas par exemple, ce principe est particulièrement pertinent en raison de la diversité des pouvoirs, des styles de combat et des circonstances qui caractérisent chaque affrontement. Un personnage A peut avoir un avantage spécifique sur un personnage B, grâce à un certain type de pouvoir ou de stratégie, tandis que B, malgré sa défaite contre A, pourrait posséder l'avantage décisif contre un personnage C, même si, en théorie, C pourrait être globalement plus puissant ou compétent que A. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai essayé de l'être. Et en fait, ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs. La complémentarité des styles de combat ou des pouvoirs. Par exemple, un personnage rapide et agile peut vaincre un adversaire plus fort mais moins rapide, qui à son tour pourrait dominer un troisième combattant spécialisé dans les attaques à distance, même si ce dernier serait théoriquement capable de vaincre le premier. Il y a aussi les conditions spécifiques au combat. Les circonstances d'un combat, telles que le terrain, la distance entre les combattants, ou des facteurs externes, peuvent favoriser un personnage par rapport à un autre, indépendamment de leur force relative dans d'autres contextes. Il y a aussi la variabilité psychologique et stratégique. Les états émotionnels et mentaux, ainsi que les stratégies employées, jouent un rôle crucial dans les issues de ces affrontements. Un personnage peut gagner contre un adversaire en exploitant une faiblesse psychologique ou en adoptant une tactique particulière, même si cet avantage ne serait pas pertinent contre un autre adversaire. Et pour mieux comprendre ce dont je parle, j'ai envie de prendre un exemple tout bête, mais un exemple qui a fait ses preuves. Batman contre Superman. Et oui, alors que Superman est doté de capacités surhumaines qui le rendent physiquement invulnérable et extrêmement puissant, Batman, un humain sans pouvoirs spéciaux, utilise son intelligence, ses compétences en déduction et sa technologie de pointe pour se hisser au niveau des plus grands héros, voire extraterrestres. L'affrontement entre Batman et Superman, particulièrement illustré
dans Batman v Superman Dawn of Justice, ou dans le comic The Dark Knight Returns de Frank Miller, souligne un aspect crucial de la fiction. La puissance d'un personnage est largement déterminée par les nécessités de l'écriture et les thèmes que l'auteur souhaite explorer. Dans ces récits, Batman parvient à affronter Superman, non pas grâce à une supériorité intrinsèque de puissance, mais parce que l'intrigue nécessite de démontrer que l'intelligence, la préparation et les ressources peuvent, dans certaines circonstances, surmonter une force brute supérieure. L'affrontement est emblématique de la confrontation entre l'humain et le surhumain, le cerveau contre le muscle, la stratégie contre la puissance brute. Batman, armé de sa compréhension profonde de ses adversaires, de ses gadgets technologiquement avancés et de sa volonté inébranlable, incarne l'apogée de la capacité humaine. Il utilise la kryptonite, la faiblesse bien connue de Superman, ainsi que divers stratagèmes et pièges, pour neutraliser les avantages de Superman. Oui, on peut appeler ça le Deus Ex Machina ou le Plot Armor, qui sont des éléments propres à ce genre de récit. Au-delà de ça, il y a d'autres facteurs, notamment l'attache qu'on a par rapport aux personnages qu'on aime et qu'on apprécie. Alors forcément, on ne peut pas être totalement objectif. Premièrement, l'attachement émotionnel joue un rôle significatif dans la manière dont les fans perçoivent la puissance d'un personnage. Les lecteurs ou les spectateurs peuvent être enclins à surévaluer les capacités d'un personnage qu'ils aiment ou sous-estimer celles d'un personnage qu'ils apprécient moins, indépendamment des faits présentés dans les œuvres. Ce phénomène est d'autant plus prononcé dans les débats impliquant des personnages de différents univers, où la comparaison manque souvent de critères objectifs et mesurables. Deuxièmement, la partialité peut également émerger de la familiarité et de la loyauté envers une série spécifique. Les fans sont susceptibles de défendre les personnages de leur série préférée et d'interpréter les événements des récits de manière à favoriser ces personnages. Et ça, on le voit parfaitement sur Twitter quand il y a des sondages, des comparaisons de puissance ou simplement de popularité. Troisièmement, la subjectivité affecte la manière dont les informations sont sélectionnées et présentées dans les débats. Les fans peuvent choisir de mettre en avant certaines scènes ou faits qui soutiennent leur point de vue, tout en omettant des détails qui pourraient le contredire. C'est ce que j'aime appeler la sélection sélective. Après, il faut prendre en compte une autre chose, c'est-à-dire que la puissance brute n'est pas le seul facteur à prendre en compte, et on néglige trop souvent le reste. Dans différents mangas, la puissance peut être définie de multiples façons: capacité physique, pouvoir magique, intelligence stratégique, ou même influence morale et leadership. Chaque œuvre établit ses propres normes pour ce qui compte comme étant puissant, ce qui rend les comparaisons directes problématiques. Exemple, un personnage considéré comme extrêmement puissant dans un univers pour sa force brute pourrait être jugé moins impressionnant dans un autre contexte où la magie ou l'intellect prédominent. Par exemple, est-ce que vous trouvez ce personnage faible? Moi pas. Est-ce que vous trouvez ce personnage faible? Moi pas. Est-ce que vous trouvez ce personnage fort? Bah oui, et pas forcément dans son univers en fait. En outre, l'évolution des personnages au fil des arcs narratifs complique davantage les comparaisons. Un personnage peut gagner ou perdre en puissance selon le développement de l'histoire, rendant toute comparaison basée sur un moment spécifique potentiellement obsolète à mesure que les récits progressent. À côté de ça, les gars, j'aimerais vous encourager à vous focaliser sur autre chose que la puissance. Je sais que c'est marrant, je sais que c'est amusant, mais il faut prendre ça vraiment au second degré. Il faut prendre ça pour ce que c'est, de la vanne, de la blague. Il faut troller ce genre de truc-là. Parce que les mangas, proposent bien plus de choses que ça. N'oublions pas que les mangas sont des formes d'art narratif où la puissance d'un personnage est typiquement une composante d'un récit beaucoup plus large, qui inclut le développement du personnage, les thèmes explorés et les arcs narratifs. Réduire un personnage à ses seules capacités de combat ignore la profondeur de sa personnalité, ses motivations, ses relations et son évolution au fil de l'histoire. En se concentrant uniquement sur les aspects les plus superficiels et quantifiables des personnages, les débats de puissance risquent de promouvoir une vision compétitive et unidimensionnelle des mangas, qui va à l'encontre de l'appréciation de la diversité narrative et stylistique du médium. Autrement dit, les mangas ont beaucoup plus de choses à proposer que simplement de la puissance. Ça, il faudrait quand même le réaliser. Ainsi, vous l'aurez compris, mon point de vue sur les débats de puissance est qu'il faut vraiment prendre ça avec rigolade. Si vous vous amusez de ce genre de choses, très bien, c'est parfait. Moi-même, je trouve ça marrant parfois de participer à ce genre de choses, mais en trollant, comme je sais si bien le faire parfois. C'est important d'avoir cet humour, d'avoir ce recul sur vraiment les débats de puissance qui n'ont aucun sens entre personnages qui sont beaucoup trop différents. Et même quand des personnages sont issus de la même œuvre, on a eu notamment un débat sur Twitter récemment, est-ce que Toji pourrait battre Jogo, selon vous par exemple? Eh bien il y en a qui sont pour Jogo, il y en a qui sont pour Toji, évidemment chacun a ses arguments, mais aucun n'est véritablement scientifique, bien entendu. Ça reste de la spéculation, ça reste des avis, ça reste quelque chose de très subjectif, et en fait, tout dépendra du contexte, et tout dépendra toujours de l'auteur. Et ça, vous le savez d'autant plus dans Jujutsu Kaisen, où la victoire n'est pas toujours celle qu'on attend. Et ça, c'est un peu vrai dans n'importe quel combat qui est très bien foutu.
On peut partir très désavantagé, mais on peut sortir grand gagnant. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus faible? Plus fort? Chacun voit midi à sa porte. Et si on mesurait la force simplement aux stats, ce mec-là l'aurait forcément emporté sur Joseph. Mais le facteur chance était là, et le facteur chance fait partie de n'importe quel critère. D'ailleurs, donnez-moi des exemples de personnages qui, s'ils n'avaient pas eu cette chance, s'ils n'avaient pas eu un coup de pouce du scénario, auraient forcément perdu contre un autre adversaire. On a plein d'exemples comme ça. Et pareil, donnez-moi votre avis sur Jogo versus Toji, ça m'intéresse. Et même sur la vidéo dans son ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Bref, n'oubliez pas, les mangas ont beaucoup de choses à proposer, de la narration, de beaux combats, de belles scènes, mais surtout, une belle narration. Prenez soin de vous la team, à plus.